Fake news de Libération, les décodeurs du Monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat, toujours réalisé depuis nos domiciles respectifs pour cause de confinement. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors pour commencer cette émission, nous verrons qu'en visite en Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron s'est quasiment offert un bain de foule. Une scène incroyable en plein confinement. Terroriste soudanais, les médias osent tout. Samedi dernier, un migrant soudanais a tué 2 personnes et en a blessé 5 autres. Les médias ont tout fait pour minimiser cette attaque islamiste et trouver des excuses aux meurtriers. Un appel à la prière qui n'a pas eu lieu tout en ayant quand même eu lieu. Une hypothèse complotiste en France considérée comme crédible au Royaume-Uni. Cette semaine encore, les médias dominants ont fait très fort. Covid-19, bas les masques. Cette semaine, les médias se sont retrouvés confrontés à une nouvelle preuve de l'amateurisme gouvernemental, la position sur l'efficacité des masques. L'occasion de mettre les hommes politiques et les décodeurs médiatiques face à leurs contradictions. Immédiat 293 avec Jean-Yves Le Gallou, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est cette incroyable visite d'Emmanuel Macron en Seine-Saint-Denis. Un attroupement pour voir le président de la République. Une scène inédite depuis le début du confinement. Il se tient à plusieurs mètres d'une foule venue le voir. Malgré ses appels à respecter les mesures de distance, la foule reste compacte. Un habitant lui demande de dire un mot. Le président lui répond. Voilà alors. Oui, alors il est formidable Macron parce qu'il explique aux Français qu'il faut se confiner, qu'il faut respecter les distances sociales, etc. Et lui, il se lance dans le bain de foule, quoi. C'est vraiment faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors évidemment, pourquoi il va en Seine-Saint-Denis ? Parce que c'est le département pour lequel on est en train de lancer une opération de larmoiement. Et donc, tout a tendance à se focaliser sur la Seine-Saint-Denis, qui est aussi le département où on se confine le moins, il faut bien le dire. Et justement, Jean-Yves, il y a quelque chose qui est apparu dans les médias par rapport à la Seine-Saint-Denis. On a par exemple cet article du Figaro. En Seine-Saint-Denis, la mortalité liée au Covid-19 est exceptionnelle. La direction de la santé dit ne pas avoir d'explication dans l'immédiat. Donc il y a une grosse mortalité en Seine-Saint-Denis. Écoutez, alors je ne sais pas d'où vient cette information, parce que si on regarde les chiffres de départements un peu comparables et voisins, à savoir les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, on s'aperçoit qu'en ce qui concerne le chiffre des hospitalisations, le chiffre des réanimations et le chiffre des décès, il y en a un petit peu plus dans le Val-de-Marne et dans les Hauts-de-Seine qu'en Seine-Saint-Denis. Alors évidemment, c'est toujours très difficile de comparer des chiffres dans la mesure où les structures démographiques de ces départements ne sont pas exactement les mêmes. La Seine-Saint-Denis a plus de monde, avec plusieurs centaines de milliers de clandestins notamment. C'est aussi une population plus jeune, donc ça va un petit peu dans l'autre sens. C'est une population qui respecte moins le confinement, semble-t-il, mais où il y a aussi un certain nombre de gens qui font des métiers un peu plus exposés, comme caissière ou aide-soignante, par exemple. Donc c'est très difficile d'interpréter les chiffres. En tout cas, pour le moment, on n'a pas les éléments qui permettraient de dire qu'il y a plus de corona ou moins de coronavirus et plus ou moins de morts en Seine-Saint-Denis. On n'a pas les éléments. Voilà, il faut avoir la modestie de le reconnaître. Et non pas faire des campagnes médiatiques autour de cela. On a un exemple avec Luc Bronner, directeur de la rédaction du Monde,
qui tweet en reprenant le texte d'un article du Monde. Les infirmières, les caissières, les aides-soignantes, les agents d'entretien, les livreurs, tous ceux qui font tenir la France, ceux qui vont au front et se mettent en danger, ils viennent des quartiers populaires, ce sont des habitants du 93. Donc là, il ne parle pas du tout du confinement moins bien respecté. Pour lui, la surmortalité, en gros, elle est due au fait que les habitants de la Seine-Saint-Denis vont au front, tout simplement. Oui, ben bien sûr, c'est une explication tout à fait partielle. D'abord, tous les gens qui travaillent, comme il le dit, ne viennent pas de Seine-Saint-Denis. Il y en a aussi qui travaillent dans toutes les provinces qui font ça. Donc tout ça est un peu simpliste. La réalité est beaucoup plus compliquée. Mais ceci étant, ça rentre dans le cadre d'une campagne, encore une fois, de larmoiement autour de la Seine-Saint-Denis et d'une priorité de fait pour la Seine-Saint-Denis. On le voit de manière exemplaire avec la région Île-de-France, présidée par Madame Pécresse, qui a acheté 700 000 masques et qui les a distribués exclusivement en Seine-Saint-Denis. Voilà. Elle a aussi acheté au passage 4000 ordinateurs et tablettes pour les élèves qu'elle appelle les décrocheurs. Bon, je pense qu'il y aura sûrement de belles affaires à faire sur eBay prochainement. Passons au premier sujet. Terroristes soudanais, les médias osent tout. Samedi 4 avril, un migrant soudanais de 33 ans assassinait 2 personnes et en blessait 5 autres à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Le parquet national antiterroriste s'est rapidement saisi de l'enquête et les médias ont immédiatement tout fait pour minorer le caractère islamiste de cette attaque ainsi que le statut de réfugié de son auteur. Alors, première de ces nombreuses manipulations, tout d'abord sur le profil de cet assaillant. L'AFP a ouvert le bal avec une dépêche publiée le 4 avril à 12h40, une dépêche laconique qui ne fait pas mention du profil potentiellement islamiste de ce Soudanais. Et pourtant, on savait dès le départ que le meurtrier avait un profil un petit peu étonnant. Exemple avec cet article de France Bleu, qui est un modèle de désinformation, clairement, mais qui donne malgré tout quelques informations importantes qui sont évidemment pudiquement minorées. Donc on va prendre l'article, on va le dérouler. Le titre « Attaque au couteau, ce que l'on sait de l'assaillant », avec un chapeau qui note « Des manuscrits à connotation religieuse ont été retrouvés chez l'auteur des agressions ». Plus loin dans l'article, on apprend que des écrits mettant en cause les mécréants ont été retrouvés chez l'agresseur. Les journalistes notent « On ignore à ce stade s'ils sont de la main du terroriste », enfin de l'agresseur plutôt, c'est ça le terme qui a été employé. Et surtout, l'auteur du texte se plaint de vivre dans un pays de mécréants, mais n'appelle pas pour autant à les tuer, note la journaliste. Il déclare également « Il faut ajouter que l'homme, lorsqu'il a été interpellé, semblait prier en arabe ». Ensuite, on a un nouveau paragraphe. On apprend que le migrant était bien intégré dans sa commune. Le maire fait part de son incompréhension face aux attaques et il précise « Rien, absolument rien ne le laissait présager ». Le Soudanais avait suivi une formation en maroquinerie, il était suivi par les services de l'État et le secours catholique. Il était poli et n'a jamais posé aucune difficulté sur la commune. Donc là, Jean-Yves, on a un article qui est un modèle du genre. Oui, l'article est très classique, c'est de la périphrase, c'est de la pasteurisation, on essaye de tout nuancer, d'accord, il n'aimait pas les mécréants, mais c'est pas pour autant qu'il voulait les tuer, et puis il était poli, il faisait du vélo, c'était peut-être un écolo, enfin voilà, tout est sympa, quoi. Et puis on a la novlangue typique, on parle d'assaillants et pas de terroristes, on parle de suspects, bon c'est vrai que c'est le vocabulaire convenu, mais là il n'y a pas de doute permis. On dit, on met au conditionnel le fait qu'il pouvait parler arabe, alors qu'on explique ensuite qu'on a traduit ce qu'il disait. Donc tout est emberlificoté, on va dire, pour cacher, minorer la réalité autant que faire se peut. Alors cet article est de la plume de Nathalie De Keyser, journaliste pour France Bleu, le service public. Donc c'est vrai qu'il est assez incroyable. Moi, il y a quelque chose qui m'a quand même bien marqué, c'est des manuscrits à connotation religieuse, pour pas dire des manuscrits islamistes. Bon, c'est quand même des documents islamistes, c'est quand même beau comme novlangue.
Et cette pudeur médiatique, on la retrouve également sur le plateau de BFM TV, puisque le 4 avril, David Olivier Reverdy, qui est secrétaire général adjoint du syndicat de police Alliance, a déclaré pudiquement que le terroriste aurait crié un louange à Dieu. Donc là, Jean-Yves, c'est pas mal quand même. Oui, alors là, bon, c'est Allah Akbar tout simplement, hein, mais alors qu'est-ce que c'est qu'un syndicaliste de police? C'est quelqu'un qui fait un peu la communication du ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a une très grande connexion entre les syndicats de police et l'appareil du ministère de l'Intérieur, même si parfois ils se disputent un petit peu. Et là, ce qui est assez intéressant quand même, c'est que ce syndicat de police qui nous pasteurise les choses en disant il a fait une louange à Dieu, c'est plutôt bien de faire une louange à Dieu, plutôt qu'un cri de guerre. C'est un syndicat classé à droite, hein. C'est pas un syndicat de gauche, c'est un syndicat classé à droite, mais qui fait bien dans la pasteurisation. Bon, après, il a au moins... Qui masque la réalité, en quelque sorte. Ouais, mais il a au moins l'honnêteté de reconnaître qu'effectivement, c'était... Bon, c'est dit avec des mots extrêmement prudents, mais bon, au moins, on sait que c'est un islamiste, quoi. Oui, c'est même pas des mots prudents, quand même. C'est de l'euphémisation, c'est de la pasteurisation, c'est pas de la prudence, c'est de la petite occultation. Alors, heureusement, du côté d'un certain Éric Zemmour, c'est évidemment plus direct. Éric Zemmour, on a remarqué qu'Emmanuel Macron, il a parlé d'un acte odieux, justement, et il n'a pas parlé d'un attentat islamiste. Est-ce qu'il aurait dû ? Vous savez, c'est tout le paradoxe d'Emmanuel Macron. Il fait la guerre à un virus et il ne fait pas la guerre à des soldats du djihad. Évidemment que c'est un attentat islamiste. Évidemment, quand quelqu'un tue 2 personnes en criant Allah Akbar et que la presse dit on s'interroge sur ses motivations. Bah ouais. Alors, deuxième manipulation médiatique, c'est tout simplement l'omerta ou la minoration. Puisque, par exemple, le dimanche 5 avril, le lendemain de l'attentat, eh bien, aucun mot sur cet événement aux 2 journaux télévisés de la journée de TF1 et sur le service public radiophonique, eh bien, Gilles-William Goldnadel, qui était devant son poste pour le grand journal de France Inter de 10h, note que pas une seconde n'était consacrée à cette attaque également. Donc, Jean-Yves, on voit quand même une grosse minoration. Voilà, là, c'est aussi la méthode. On euphémise, on minore et on passe à autre chose. Et puis là, le coronavirus, c'est bien pratique. C'est aussi ça peut servir accessoirement d'occultation de tout le reste. Ou en tout cas de ce qui pourrait gêner. C'est vrai que c'est un moyen bien pratique d'évacuer les choses. À noter quand même que, par honnêteté, on va dire que le JT de TF1 du jour même, le 4, avait quand même consacré 2 minutes au sujet, mais ensuite plus un mot. Donc c'est effectivement très moyen. Troisième manipulation médiatique, et bien sur les raisons du crime. Évidemment, les médias n'ont pas été capables de trouver les motivations du tueur. Le Parisien s'interrogeait par exemple. L'auteur de l'attaque au couteau reconnaît les faits sans les expliquer. Mais très rapidement, on a vu une explication assez incroyable, il faut le dire, être mise en avant par les médias. Et si il avait tout simplement perdu le contrôle? Le buraliste, la voisine et même son ami arrêté samedi, tous ces témoins affirment que l'homme vivait très mal le confinement, que son comportement avait changé, qu'il était aigri. Bon, Nicolas, rassurez-moi, vous ne vivez pas trop mal le confinement. Vous n'envisagez pas d'attaquer au couteau un buraliste ou que sais-je encore? Alors les couteaux sont bien rangés dans leur tiroir et ils ne sortiront pas, il n'y a pas de souci. Je vis plutôt bien le confinement et même si je le vivais un peu plus mal que je ne le vis actuellement, je ne suis pas encore au point d'aller tuer des gens comme ça dans la rue. C'est pas possible. Bon, voilà, nous voilà rassurés. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette explication de mal vivre le confinement, elle a été avancée par l'AFP et reprise par tous les grands médias. On a Guillaume Dodin, journaliste à l'AFP, qui tweet: l'assaillant de Romans-sur-Isère ne se sentait pas bien depuis plusieurs jours et était assez aigri à cause du confinement. Et donc c'est repris par France Info notamment. Le suspect était très agité et inquiet en raison du coronavirus et du confinement. Même chose pour Le Parisien qui reprend l'information. Le suspect se plaignait du confinement dans un article signé notamment de Jean-Michel Descugis. Donc on voit, Jean-Yves, qu'il y a cette question du confinement et de mal le vivre qui aurait motivé éventuellement le passage. Il faut dire que là, ils font preuve d'originalité, parce que le coup du confinement mal vécu, ils ne l'avaient pas fait encore, ils ne pouvaient pas d'ailleurs. Mais là, ils ont trouvé une nouvelle excuse à l'attentat islamiste, c'est le confinement. Alors, les journalistes que vous avez cités, c'est tout de même intéressant de savoir qui ils sont. Alors, M. Dodin de l'AFP, il s'occupe actuellement de la justice et de la police, donc là, il relaie le message gouvernemental. C'est pas très compliqué, il est payé pour ça à l'AFP.
Il faut dire qu'avant, il a sévi, si j'ose dire, à l'AFP Factuel, qui était quand même un organe, qui est toujours un organe de contre-information, on le verra tout à l'heure, et avant encore, il couvrait, entre guillemets, l'extrême droite, ce qui est assez logique pour un homme qui vient de l'extrême gauche. Il avait la formation tout à fait adaptée pour traiter comme il le fallait, à la fois ce qu'on appelle l'extrême droite et ce qu'il appelait l'AFP factuelle, c'est-à-dire la correction des fausses nouvelles. Voilà. Et maintenant, il relaie le message de Castaner, on va dire. C'est un peu ça le job. L'autre journaliste du Parisien, il est encore plus extraordinaire. Jean-Michel Descugis, c'est aussi un journaliste qui relaie un peu les histoires que raconte la police ou que la police veut faire croire aux journalistes dans ce type d'affaires. Il faut dire que c'est un très grand journaliste, Jean-Michel Descugis, puisqu'il a sorti le plus grand scoop de l'année 2019, l'affaire Dupont de Ligonnès. C'est lui qui a sorti ce scoop formidable que Dupont de Ligonnès avait été retrouvé en Écosse. Eh bien, vous voyez qu'il continue toujours de ramener ces informations dont la fiabilité est évidemment hors de toute suspicion. Alors, ce qui est intéressant là, sur cette question de cette drôle d'excuse trouvée aux terroristes par les médias, c'est d'entendre Éric Zemmour. J'ai trouvé la presse très élégante. J'ai noté une formule de France Info. Le suspect était très agité et inquiet en raison du coronavirus et du confinement. S'il avait été inquiet, il aurait pu attaquer ses compatriotes soudanais avec qui il vivait. Hein. Non, il a quand même demandé à une victime si elle était musulmane. Mais à part ça, il était très inquiet avant de tuer, pour tuer ou ne pas tuer. Vous trouvez qu'on excuse? Non, mais on n'excuse pas. Je vous dis, c'est une lettre d'excuse de la maman. France Info, c'est ça. C'est mon fils a tué 2 personnes, mais il était inquiet. On se fout de nous, quoi, en clair. Oui, il n'y a pas grand-chose à ajouter, c'est très très bien dit. Mais ce qui est vrai, c'est que toute attaque terroriste commence par Allah Akbar et finit par ça n'a rien à voir avec l'islam, ça a à voir avec le mal-être. Voilà, ça c'est à chaque fois le même refrain. Là, avec la variante confinement. Moi, il y a une chose que j'aurais aimé savoir et qu'aucun journal ne nous a dit et n'a cherché, semble-t-il, à savoir, c'est dans quelles conditions il avait obtenu le statut de réfugié, sur quelle base l'OFPRA lui a accordé, et si l'OFPRA ne lui avait pas accordé en première instance, est-ce que c'est la Cour nationale du droit d'asile qui lui a donné? On ne sait pas, ni pour lui, ni d'ailleurs pour ses 2 collègues, dont un, semble-t-il, a déjà l'asile et dont l'autre le demande, dans quelles conditions il l'a obtenu. Je pense que les Français auraient le droit de savoir ça. Voilà. Et il y aura une enquête, à mon avis, à mener, mais auprès de l'OFPRA et peut-être de la Cour nationale du droit d'asile, pour savoir comment ce type a obtenu l'asile. Passons à la revue de presse. Pour commencer cette revue de presse, on se tourne vers l'Angleterre avec ce tweet. La thèse selon laquelle le coronavirus aurait fuité d'un laboratoire de recherche à Wuhan n'est plus exclue et est considérée comme crédible par les services de renseignement britanniques et par les ministres participant au Conseil de défense du pays. C'est le Mail on Sunday, qui est repris ici par un tweetos vivant au Royaume-Uni. Donc Jean-Yves, on voit que ce qui est considéré comme complotiste en France n'est pas au Royaume-Uni finalement. Non, écoutez, on en avait parlé déjà la semaine prochaine, c'est une hypothèse parmi d'autres. Je ne dis pas que c'est la vérité, le journal anglais ne le dit pas non plus. C'est une hypothèse qui est reprise d'ailleurs par un certain nombre de bulletins scientifiques, notamment un journal de physiciens qui reprennent cette hypothèse comme une hypothèse. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une hypothèse qui est assez bien reprise dans les pays anglo-saxons, notamment l'Angleterre, les États-Unis, où les gouvernements ont tendance à mettre en cause la Chine, donc effectivement, indirectement, ça met en cause la Chine. Ce n'est absolument pas repris en France, tout simplement parce que ce laboratoire de Wuhan a été inauguré par les autorités françaises, en l'occurrence par le Premier ministre de l'époque, M. Cazeneuve, et donc le gouvernement ne veut pas qu'on évoque cette hypothèse. C'est une explication possible, c'est pas forcément l'explication réelle, c'est une possibilité. Non, alors ça, vous avez raison, mais simplement, qu'on ne parle de ça chez les Anglais, les Américains, ça convient plutôt au gouvernement, qu'on en parle en France, ça ne convient pas au gouvernement. Voilà.
Ouais, en Et tout puis cas, la presse française, elle est pas connue pour son esprit critique, ça c'est sûr. c'est sûr qu'on a pointé du doigt les complotistes français en les humiliant un peu publiquement et médiatiquement, en relayant cette étude de la Fondation Jean Jaurès, donc extrême gauche et Conspiracy Watch, et on les a traités de complotistes, finalement d'idiots, alors que en réalité c'est une hypothèse tout à fait possible. Et donc là, les idiots dans l'histoire, finalement presque les complotistes, c'est les journalistes en fait, puisque c'est eux qui ont interdit qu'on se pose des questions sur un sujet qui est pourtant éminemment intéressant à creuser quand même. Donc là, les journalistes français ont fait fort. Alors, autre actualité médiatique de la semaine où les journalistes français ont fait fort, eh bien, c'est cette affaire d'une prière, d'un appel à la prière qui aurait eu lieu sans avoir eu lieu à Valentigney. C'est un article, là encore, de France Bleu Région. Marine Le Pen dénonce un appel à la prière par haut-parleur qui n'a jamais eu lieu. Alors quand on lit le titre de cet article, on est à peu près sûr de la chose. Et donc moi j'étais convaincu que Marine Le Pen s'était trompée, honteusement. Et j'ai parcouru l'article et finalement on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça, comme disent les décodeurs. L'extrait utilisé par le Rassemblement National est issu d'une vidéo postée sur le compte Facebook de la mosquée turque de Valentigney. Mais l'appel à la prière en question est diffusé à l'intérieur d'un appartement. C'est un malentendu, nous explique le président de la mosquée turque, que nous avons pu joindre par téléphone, écrivent donc les journalistes de France Bleu Région. Un membre du comité de l'association a filmé l'appel à la prière chez lui, dans son appartement, depuis son balcon. Donc en fait, l'appel à la prière a finalement un peu eu lieu quand même, Jean-Yves. Bah oui, cet appel à la prière, il a bien eu lieu avec un haut-parleur, depuis un appartement privé, c'est vrai, pas depuis la mosquée, mais pas de la part de n'importe qui, de la part de celui qui gère le compte Facebook de la mosquée, sur lequel d'ailleurs il a mis l'appel à la prière. Alors bon, après on peut discuter, mais le fait il est bien établi. Et puis il s'inscrit dans un ensemble plus global, parce que Valentigney, ça frappe parce que c'est un petit bourg. Mais il y a eu des appels beaucoup plus importants à Montpellier ou à Lyon. Et à Lyon, c'est assez intéressant puisque le recteur de la mosquée de Lyon, qui a lancé la mosquée, il était il y a encore peu de temps en train d'inaugurer un centre culturel islamique avec M. Castaner, avec M. Collomb et avec le chef de la Ligue islamique mondiale, qui est un ancien ministre saoudien qui a pas mal décapité. Donc tout ça s'inscrit dans un ensemble global. Et par conséquent, là, on a fait un mauvais procès à Marine Le Pen, qui a souligné quelque chose qui est tout de même assez préoccupant, à savoir l'utilisation par l'islam en marche du coronavirus pour avancer leur pion et nous imposer l'appel du muezzin, alors que quand il y a eu les premiers minarets qui ont été construits, on nous avait dit à l'époque, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'appel du muezzin. Eh bien, on profite du coronavirus pour avancer l'appel du muezzin, qui appartient au monde arabe, qui appartient au monde musulman, mais qui n'a rien à faire en Europe. Alors, autre actualité médiatique de cette semaine, ce sont les attaques contre Donald Trump. Et un exemple parmi d'autres, c'est cet article de l'Obs. Donald Trump, exécrable chef de guerre face à la pandémie. Oui, alors les médias sont très critiques sur la gestion du coronavirus à l'étranger, ce qui leur permet d'être critiques, parce qu'on pourrait dire Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on peut dire, excellent dans la gestion du coronavirus ou exécrable. Et puis il y a d'autres pays où ça se passe plutôt bien et où là on en parle peu. Il y a l'Allemagne où ça se passe un peu moins mal qu'ici, il y a la Tchéquie, il y a la Hongrie, il y a la Pologne. Là apparemment ça n'intéresse pas beaucoup les médias français de dire que l'épidémie est mieux contrôlée là-bas qu'ici. En tout cas, c'est quand même incroyable d'oser un tel titre sur Donald Trump qui, honnêtement, ne gère pas plus mal la crise que Emmanuel Macron, même si au début, il a eu un peu de retard à l'allumage, mais Emmanuel Macron aussi, par ailleurs. Donc là, c'est vraiment incroyable. Honnêtement, gérer la crise plus mal qu'Emmanuel Macron, c'est absolument impossible, parce qu'il a coché toutes les cases. Toutes les cases. À chaque fois, il a pris la pire décision, et quand il a pris une décision inévitable, il l'a prise avec un jour de retard. Non, il a été excellentissime dans le pire. Macron. Alors, le confinement, c'est aussi l'occasion pour les chaînes de télévision d'adapter leurs programmes.
Et eh bien, Libération a, semble-t-il, été un petit peu dégoûté par ce qu'a proposé France Télévisions, c'est-à-dire des films des 30 Glorieuses qui montrent une France d'avant insouciante et heureuse. Et eh bien, le malheur pour Libération, c'est que ces films cartonnent, font des audiences très importantes. Et donc, eh bien, dans cet article, l'auteur écrit « France 2, soudain auto-investi d'un rôle de soutien au moral des troupes, a déployé son plan stratégique en sortant l'arme secrète du film de patrimoine. Le patrimoine en question ressemble à un gigot du dimanche chez Mémé, si souvent décongelé depuis 40 ans qu'il constitue un foyer épidémique en puissance. » Et donc, le journaliste évoque le contexte de chacun de ces films. Qui dirige la France ? Pompidou, Giscard, on se trouve téléporté dans ce temps où, soi-disant, on communiait tous ensemble devant une production nationale déjà bien spécifique dans son horizon neuneux et confinée dans une bien commode hégémonie culturelle que l'arrivée des socialistes en 1981 a fugacement bousculée. On mesure la terrible réduction du champ de vision pensée de longue date par le service public au nom d'un impératif idéologiquement douteux de coller à une demande qui n'est en fait qu'un déficit chronique de l'offre. Donc là, je peux vous dire que le journaliste en avait gros sur le cœur, Jean-Yves. Ah, le pauvre, le pauvre. Alors, sa dernière phrase est très intéressante. Parce que pourquoi on passe des films qui remontent aux années 60-70 et qui correspondent au fond à ce que les gens attendent puisqu'ils les regardent? C'est parce que depuis les années 80, il y a eu une prise de contrôle idéologique du cinéma français et qu'on ne produit plus, ou très peu, ou rarement, on peut penser au Coris par exemple, mais enfin ça remonte encore à 15 ans, on ne produit plus ce qui pourrait correspondre à ce qu'attendent les gens, un cinéma un petit peu enraciné. Il y a d'ailleurs un film là, qui a bien marché sur l'agriculture récemment, mais il a marché dans la France provinciale, dans la périphérie, mais on en a très peu parlé à Paris et ça n'a pas eu beaucoup de succès à Paris. Voilà. Donc, au fond, ça révèle une autre France qui n'est pas la France de Libé et ça les rend malades. Mais ça révèle aussi, au fond, la prise de contrôle idéologique du cinéma français depuis une trentaine d'années et ça, c'est gravissime. Il faudrait libérer le cinéma français, comme les médias d'ailleurs. Eh bien, on va passer au second sujet, Covid-19, bas les masques. Alors la grosse actualité du moment, c'est évidemment encore et toujours le coronavirus. Et cette semaine, les médias se sont retrouvés confrontés à une nouvelle preuve de l'amateurisme gouvernemental, la position sur l'efficacité des masques. Ce qui amène Joseph Massescaron à tweeter « Cette question des masques va provoquer des secousses telluriques dont nous sommes encore loin de mesurer toutes les conséquences. » Et effectivement, les secousses se sont faites ressentir. Pour rappel, voici la position du gouvernement le 13 mars dernier, une position présentée par Édouard Philippe sur le plateau du 13h de TF1. Ailleurs, on voit partout sur nos images depuis quelques jours les Italiens dans les rues de Rome avec des masques, tout le monde avec des masques, y compris aux États-Unis. En France, on nous dit que ça ne sert à rien. Est-ce qu'on en manque en France et ailleurs, on dit que le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Pourquoi ils en mettent les autres ? Mais moi, je ne suis pas responsable du comportement des individus. Je dis les consignes parce qu'elles sont éclairées par ce que me disent les médecins et les scientifiques. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Oui, alors bravo à Pernaut qui fait un vrai travail de journaliste. Et on voit toute la faisanderie du discours de Philippe qui se renvoie derrière les scientifiques. Or, évidemment, il n'y a pas du tout de consensus scientifique sur ce sujet-là. Et c'est absurde de se reporter, de se défausser d'une décision qui relève d'une décision politique, évidemment. Alors, effectivement, depuis, la doctrine a changé, comme le disent pudiquement les politiciens. Et le port obligatoire du masque est désormais sérieusement envisagé à la fin du confinement. Donc c'est un revirement total. Un revirement qui a, semble-t-il, été initié par l'Académie de médecine. Et ce revirement a stupéfait les journalistes, comme ici Pascal Praud. L'Académie de médecine, c'est sans doute des gens sérieux. Bon, ils ont donc fait un communiqué vendredi. Ils ont donc dit, ce qu'on vient d'entendre dans le sujet, en France, dans ce contexte, le port généralisé d'un masque par la population constituerait une addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur. Ils ont dit ça vendredi. Mais ils faisaient quoi avant? Ils jouaient au tarot? Sérieusement, non, mais ils faisaient quoi l'Académie de médecine avant? Ils ont attendu le vendredi 2 avril pour nous expliquer qu'il fallait porter un masque. Mais pardonnez-moi, je suis... Mais, les bras m'en tombent, en fait. Joker. Mais oui, mais je ne sais pas quoi dire parce que les bras m'en tombent. Bah, c'est assez simple, le masque. Hein.
Le 1er avril, il ne sert à rien, et le 1er mai, si on n'en porte pas, ça sera 135 € d'amende. Voilà. Ouais, alors effectivement, une explication à ce revirement, c'est peut-être dans la bouche d'Éric Zemmour qu'il faut la trouver. Il a très bien compris, avec intelligence, que les gens étaient furieux contre eux. Et donc, ils savent très bien qu'à la sortie, il va y avoir une boucherie politique. Ils le savent très bien. Et donc, que ça va tirer de tous les côtés, qu'ils vont être accusés, avec raison, de n'avoir pas été à la hauteur. Et donc, ils prennent les devants. Et ils disent, mais non, on s'est adapté, etc. On a suivi les consignes des scientifiques. Voilà, c'est tout. Oui, en fait, les déclarations des scientifiques, les déclarations des experts, tout ça, c'est des alibis. Ça sert dans un sens, ça sert dans l'autre. Ça n'excuse pas la non-décision politique ou la mauvaise décision politique. Ou tout simplement la décision politique adaptée aux moyens. On n'a pas de masse, donc on dit que c'est inutile, parce qu'au fond, c'est ça. Oui, c'est à peu près ce que disent tous les observateurs, même médiatiques, sur cette question. Même parfois soutien fanatique du gouvernement, tout le monde se rend un peu compte que là, c'est une grosse erreur, on va dire politique, quoi. Donc effectivement, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Pascal Praud, qui était décidément très remonté, il n'a pas résisté à l'envie de diffuser quelques extraits qui apparaissent rétrospectivement assez incroyables. Personne, et je le redis et je le redirai chaque jour parce que c'est important, personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Nous continuons tous à voir beaucoup de personnes dans les rues avec des masques. On peut comprendre leur inquiétude dans cette situation totalement inédite, mais c'est vraiment, je le rappelle, une denrée rare et totalement inutile pour toute personne dans la rue. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Oui, alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que Sibeth Ndaye a tenu une réunion avec le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, et avec un autre secrétaire d'État, Taquet, c'est au taquet en quelque sorte, avec la volonté de définir la lutte contre les fausses nouvelles. C'est-à-dire que ce sont les producteurs de fausses nouvelles, puisque le principal producteur de fausses nouvelles depuis 1 mois et demi, c'est le gouvernement, qui veut lutter contre les fausses nouvelles. C'est-à-dire on ment et on censure, ça va assez bien ensemble, c'est assez dans la logique des régimes totalitaires. Sur ce revirement un petit peu concernant l'efficacité des masques, eh bien, on peut noter que les décodeurs se sont fait avoir. On a par exemple Check News qui, le 20 mars dernier, nous parlait des masques faits maison en se demandant s'ils étaient efficaces et concluait qu'en gros ils étaient assez inefficaces, voire même pire que de ne rien porter. Et ce qui est intéressant, Jean-Yves, c'est de s'intéresser à l'auteur de cet article, Anaïs Condomine. Oui, alors c'est une journaliste qui s'était illustrée sur LCI en 2015 en expliquant qu'il n'y avait pas de terroristes parmi les migrants, alors que précisément toute l'attaque du Bataclan avait été menée par des terroristes. Après, évidemment, mais elle avait annoncé avec beaucoup de certitude, il n'y a pas de terroristes par les migrants, mais vous savez la règle, un bon journaliste qui progresse dans la carrière, c'est celui qui ment quand le mensonge est utile au système. Donc c'est pas étonnant de la retrouver maintenant à décoder ou à chercher les fausses nouvelles, puisqu'elle-même est une professionnelle de la question. C'est vrai qu'au moins elle sait de quoi elle parle. Alors, autre décodeur, ce n'est plus Check News cette fois, mais l'AFP Factuel, qui avait déclaré dans un article « Le port des masques n'est recommandé que pour les professionnels au contact des malades ou les personnes présentant des symptômes. Les autorités de nombreux pays ne cessent d'ailleurs de marteler que le port du masque est inutile en dehors de ces cas. » Donc l'AFP Factuel qui s'était trompé aussi. Oui, c'est la logique d'ailleurs des décodeurs, hein. De tous ces organismes de contrôle de ce qu'ils appellent les fake news, c'est de ramener vers le politiquement correct. Donc d'essayer de créer le doute, de faire passer pour des erreurs, pour des mensonges, ce qui gêne le politiquement correct. Ils l'ont fait là, pour cette affaire de masque, parce qu'il fallait servir la propagande gouvernementale, mais ils se sont fait attraper la main dans le pot de confiture du mensonge. Alors toujours l'AFP, c'est assez amusant de voir, on n'est plus dans l'AFP Factuel dans le décodage, mais l'AFP tout court, l'agence France Presse, n'est-ce pas, qui le 19 mars publiait une dépêche « Masques et gants, fausse bonne idée contre le Covid-19 », donc on était le 19 mars, et le 2 avril, changement un petit peu de pied, là, c'est léger mais ça commence à se voir, un masque fait maison plutôt que rien,
malgré le manque de certitude scientifique, c'est ce que conseillent des médecins au grand public. Donc déjà, on voit un petit changement. Et alors, le 6 avril, 4 jours plus tard, c'est carrément Covid-19 fabriquer son masque en 30 secondes. Donc là, c'est assez exceptionnel quand même, Jean-Yves. Oui, absolument. Et je vous dis, dans 15 jours, ça sera 135 € si vous ne mettez pas le masque fait à la maison, parce que de toute façon, il n'y en aura pas venu d'ailleurs. Donc il faudra bien les faire à la maison. Voilà. C'est quand même exceptionnel. Et l'AFP, les décodeurs se sont donc tous trompés. C'est assez Et incroyable. Check News aussi, d'ailleurs. Oui, Voilà. oui, complètement. On ne peut pas faire confiance à ces organes-là, dans aucun cas. Bah, on peut si les éléments sont pas mal, mais là par exemple, il se basait, l'AFP Factuel, on a vu, il se basait sur les gouvernements en fait, mais c'est pas un vrai travail de décodage du coup, c'est juste un travail de transmission de la parole gouvernementale sur un sujet en fait. Oui, exactement. Oui. Après, sur certains points, quand même, les décodeurs font quand même parfois du bon boulot. Bon, de temps en temps, il leur arrive d'être honnêtes et sérieux. News que les décodeurs et un peu plus Check News que l'AFP Factuel. Oui, ouais. C'est vrai, on les cite parfois. Alors, un élément pour finir, Jean-Yves, pour finir ce sujet dans la bonne humeur, avec un petit peu ce bêtisier des meilleures déclarations des journalistes sur le confinement et sur la crise du coronavirus. Quand on regarde d'une façon rationnelle les chiffres, finalement, il y a très peu de victimes à l'échelle de la population chinoise et les choses semblent être, pour le moment en tout cas, en ce qui concerne le territoire français, plutôt sous contrôle. C'est le paradoxe de cette histoire, c'est que ce sont les Chinois qui manquent de masques et pas les Français. Absolument. Exactement. Voilà, c'est le contraire. Moi, je pense qu'avoir autorisé le match Lyon-Turin, c'est une bonne chose. Pour le moment, on est en France dans la méthode qui a marché. Ouais. En réalité, il n'y aura plus vraiment de mesures de confinement, il n'y aura pas forcément d'écoles fermées, il n'y aura pas forcément de trains fermés. Il ne faut pas imaginer, et c'est très important aussi sur cette idée de lutter contre la peur aussi, il ne faut pas imaginer que le stade 3 soit un moment où la France va s'arrêter. Eh bien, non. Alors là, avec Apolline de Malherbe, Barbier, Rutel-Krief, on a des champions du monde, des champions du monde. Alors c'est vrai qu'Apolline de Malherbe, elle nous dit quelque chose d'assez juste. On a dit ça parce qu'on ne voulait pas faire peur. Donc ils ont un objectif politique qui était de rassurer. Voilà. Sauf que ce n'était pas un objectif d'informer. Voilà, c'est de la propagande gouvernementale à ce moment-là. Moi, quand même, celui que je trouve le champion des champions, c'est Laurent Neumann, qui nous explique que ce sont les Chinois qui manquent de masques, pas les Français. Ça, c'est vraiment rétrospectivement, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Bon. Alors, il faut dire que ce Laurent Neumann, il est déjà bien connu de nos services, parce qu'il s'était illustré au moment de l'affaire Assange, en expliquant que finalement Assange était un pauvre type qui avait eu bien tort de se réfugier à l'ambassade d'Équateur, etc. Il avait traité avec beaucoup de morgue ce grand lanceur d'alerte, victime de la répression judiciaire et policière anglo-saxonne. Et maintenant, il continue de se répandre, et de répandre beaucoup de sottises, il faut bien le dire. Bon, l'essentiel, c'est quand même d'en rire, parce que vraiment, quand on regarde tout ça, c'est assez incroyable de retomber sur ces déclarations. Et ça montre aussi que les journalistes français ont quand même beaucoup de mal avec la nuance. Voilà, ils sont dans l'affirmation assurée. Et sur ce genre de crise, ça se paye quand même, ça se paye cash. Ils sont très péremptoires. Ouais, ils sont très péremptoires parce qu'ils ont la certitude d'incarner le bien. Et donc, pour incarner le bien de manière convaincante, d'un certain point de vue, il faut être péremptoire. Le doute affaiblit la transmission du message de propagande, et le doute est peut-être aussi mauvais du point de vue de l'édimat. Donc, ils vont être très péremptoires dans un sens, puis éventuellement dans l'autre. Ouais, c'est exactement ça qui se passe. C'est incroyable. Alors, Jean-Yves, pour terminer ce sujet Covid-19, il y a quand même quelque chose de profond qui se joue dans cette crise. C'est ce qu'ont noté plusieurs observateurs, et la réflexion est intéressante. Ce qui se joue aussi, en effet, c'est peut-être une partie de notre civilisation. Et vous dites, Serge Effez, rien ne justifie, pas même cette crise sanitaire, de se retrouver dans cette situation d'isolement de ces personnes âgées.
Oui, tout à fait. Je crois qu'on est un peu aux limites de notre humanité, là. Une société doit toute sa noblesse à la façon dont elle accompagne les personnes âgées, dans la façon dont les familles peuvent accompagner leurs parents, leurs grands-parents dans les derniers moments de leur existence. Donc le rapport à la mort dans cette crise du Covid-19 est évidemment un sujet peut-être accessoire aux yeux des médias, mais quand même intéressant à étudier. Certains articles en parlent. On a par exemple Libération qui publie la révolution virale n'aura pas lieu. Et dans cet article, on peut lire soucieux de notre survie, nous sacrifions tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. La lutte pour la survie connaît une accélération virale. Nous nous soumettons à l'état d'urgence. Nous acceptons la restriction de nos droits fondamentaux. Et on a un autre article dans le Figaro Vox qui nous appelle finalement, face à cette incroyable submersion médiatique liée au coronavirus, et aussi à ces attaques contre les principes de notre civilisation, eh bien, tout simplement de nous émerveiller face à la nature, selon l'exemple d'Orwell. Donc c'est un article d'Olivier Ray, s'émerveiller de l'arrivée du printemps, le conseil d'Orwell en temps d'épreuve. Donc Jean-Yves, là, il y a un angle médiatique qui est minoritaire, mais qui est très intéressant. Très intéressant, qui effectivement pose des questions centrales de notre civilisation, qui est le rapport à la mort, comment on accompagne la mort, qui est la question de la liberté, qui va se poser avec le traçage généralisé que le coronavirus va faire avancer, et c'est aussi le rapport à la nature, qui est un petit peu condamné par le confinement. Et je dois dire que c'est quand même un petit peu curieux de fermer les parcs et les forêts, parce que c'est pas plus gênant de circuler dans un parc et dans une forêt que dans une rue. Ou dans un supermarché. À pied, bien sûr. Et donc, il y a toute une série de rapports à la mort, à la liberté, à la nature, qui sont mis en cause. Et ça, c'est grave, parce que ça risque de rester après. Alors Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission, mais vous avez un coup de chapeau. Oui, j'ai un coup de chapeau pour la revue Éléments qui a eu la bonne idée de sortir un nouveau numéro en plein confinement. Et c'est effectivement une lecture tout à fait agréable, tout à fait recommandable, avec une série de sujets intéressants sur la fin de la classe ouvrière blanche, par exemple, ou sur la géopolitique de la BD, qui est à la fois très intéressant sur le fond et distrayant. Voilà. Donc ça se trouve en kiosque, mais il faut sortir. Et puis ça peut éviter de s'ennuyer pendant le confinement et donc finalement de devenir fou et de donner des coups de couteau dans la rue aux passants. Donc c'est une bonne chose. Voilà, recommandé dans toutes les bonnes pharmacies. Bon, écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.